It's $100 million. Maybe you guys should get some money together, and I'll go down and get it, and you guys can buy me some tickets too. You got a better chance of getting struck by lightning. It's easy to get struck by lightning. Hold a big metal pole up in a rainstorm. Don't say that, Corey. He might do it. Richard le Vieux. Harrison était bien plus qu'une simple personnalité de la télévision. Il était le patriarche impassible et le roi incontesté du monde du prêt sur gage moderne. Il a bâti son empire non pas sur la spéculation à Wall Street ou les startups technologiques, mais sur l'or, l'argent, la négociation et un répertoire de bons mots grincheux qui l'ont rendu populaire auprès de millions de personnes. C'était un homme d'une autre époque, un ancien de la marine qui comprenait la valeur de l'argent et le poids de l'histoire. Mais lorsqu'il a rendu son dernier souffle le 25 juin 2018, les caméras ont cessé de tourner sur la plus grande opération de sa vie, la distribution de son immense fortune. Alors que les fans du monde entier pleuraient l'homme au chapeau, publiant des hommages et revoyant des épisodes cultes, une guerre secrète se préparait en coulisses à Las Vegas. La mort d'un patriarche est toujours compliquée, mais lorsque ce patriarche est une star de la télé-réalité à la fortune colossale, les choses se compliquent rapidement. Un véritable choc a secoué la famille Harrison à la lecture du testament. Il ne s'agissait pas d'un simple partage de biens, mais d'un jugement définitif. Un frère, Christopher, était effacé de l'histoire, rayé de la carte en quelques traits de plume. Une veuve, Joanne, se retrouvait à devoir se battre pour obtenir des réponses et accéder aux biens qu'elle estimait lui appartenir. Et puis il y avait Corey Harrison, surnommé Big Hoss par les fans. Il est passé d'employé de prêteur sur gage, contraint de mendier une augmentation, à un homme à la tête d'un empire valant des millions. Vous pensez peut-être connaître son histoire grâce aux épisodes montés et peaufinés à la télévision. Mais le véritable drame ne s'est pas déroulé dans le show business. Il s'est joué dans les bureaux des avocats, les salles d'audience des juges et les garages privés climatisés de Las Vegas. Il ne s'agit pas simplement de quelques comptes bancaires. Il s'agit de réserves secrètes de lingots d'argent, d'une collection de voitures de collection à faire pâlir d'envie un conservateur de musée, et d'un empire commercial qui, en réalité, génère des profits colossaux. Comment la mort d'un homme a-t-elle tout changé pour son petit-fils? Qu'a-t-il laissé derrière lui, exactement? Et pourquoi se dispute-t-on encore aujourd'hui les miettes? Pour comprendre l'ampleur de la fortune de Corey, il faut examiner chaque actif individuellement. La première chose que Corey a mise entre les mains est une véritable légende. C'est l'âme du Père Noël sur 4 roues, un véhicule qui transcende le simple moyen de transport. Pendant 15 ans, le vieux monsieur a harcelé un inconnu pour lui vendre une Imperial Crown décapotable de 1966. Ce n'était pas un simple intérêt, c'était une véritable obsession. Il voyait dans cette voiture quelque chose que personne d'autre ne percevait. Il a harcelé le propriétaire sans relâche, l'épuisant pendant plus de 15 ans jusqu'à ce que l'homme finisse par céder et la lui vendre. Cette voiture, c'était son bébé. Long, noir, elle criait « Patron de Las Vegas ». C'était le genre de voiture qui imposait le respect sur la route. Mais au moment où Pawn Stars a commencé le tournage, ce véhicule autrefois majestueux gisait sur le parking arrière du garage, pourrissant sous le soleil du désert. C'était devenu une épave rouillée, avec des sièges en lambeaux, un moteur HS et des pneus dégonflés depuis longtemps. Ce n'était plus que l'ombre de sa gloire passée. Puis survint le rebondissement qui allait marquer toute une saison. Corey et son père, Rick, décidèrent de voler la voiture, sans demander la permission. Ils savaient que leur père ne les laisserait jamais y toucher. Ils l'emmenèrent en tant que cachette pendant que ce dernier était occupé à gronder Chumley dans l'atelier. Quand Richard découvrit que sa chair impériale avait disparu, il entra dans une rage folle. Sa colère était bien réelle. Il était persuadé qu'il l'avait vendue à un client pour pièces ou à la ferraille. Il était prêt à virer tout le monde. Mais Corey avait un autre projet, bien plus onéreux. Ils ont mis la voiture à nu, éliminant des décennies de dégradation. Ils ont investi des dizaines de milliers de dollars dans une restauration complète, châssis compris. Ils ont trouvé une nouvelle peinture identique au noir nuit d'origine, installé des chromes flambants neufs, refait à neuf le puissant moteur V8 et refait la sellerie selon les spécifications d'usine. C'était un travail réalisé avec passion et un investissement financier colossal. Lorsqu'on la lui a rendu pour ses noces d'or, sa réaction fut inestimable. L'expression du vieil homme était rare. Il a souri, un vrai sourire, un sourire radieux. Il a conduit cette voiture avec fierté jusqu'à ce que sa santé décline et qu'il ne puisse plus conduire. À sa mort, certains ont spéculé que la voiture serait vendue pour régler les droits de succession ou partagée entre les héritiers. Mais il n'en fut rien.
La voiture n'a pas été mise aux enchères, elle est restée dans la famille. Corey a désormais accès à l'une des voitures les plus emblématiques de l'histoire de la télé-réalité. Selon les experts du marché, une Imperial Crown décapotable de 1966 en parfait état peut se vendre entre 40 € et 80 $, rien qu'en fonction de son état. Mais il ne s'agit pas d'une Imperial comme les autres. C'est l'Imperial du vieux. Elle est apparue dans des épisodes suivis par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Elle a une histoire, un pedigree et un lien avec une icône de la culture populaire. Si Corey décidait un jour de la mettre aux enchères lors d'un événement prestigieux comme Barrett Jackson, son prix s'envolerait. On parle de sommes à 6 chiffres, sans aucun doute. Les collectionneurs sont prêts à payer une fortune pour posséder une voiture ayant appartenu à une célébrité, et celle-ci est sans doute la plus emblématique de la série. C'est un morceau d'histoire de la télévision qui trône dans un garage et dont la valeur ne cesse de croître. Mais posséder la voiture était la partie facile. Le plus compliqué, c'est de garder les clés hors de portée du reste de la famille. Si la voiture était un trésor public, visible de tous, cet héritage à venir était un secret bien gardé. Le vieil homme se méfiait des banques, enfant d'une autre génération. Il avait grandi dans la pauvreté et appris à ses dépens que les institutions pouvaient faillir. Il connaissait la valeur des biens tangibles. Il n'aimait pas voir des chiffres sur un écran d'ordinateur, susceptibles de disparaître au moindre bug ou plantage. Il préférait le métal qu'il pouvait tenir dans sa main, pesait et caché dans un coffre-fort. Pendant des décennies, il a accumulé de l'argent. Dès qu'il disposait de liquidités supplémentaires grâce à une bonne affaire ou un mois fructueux au magasin, il n'investissait pas en bourse, il achetait de l'argent. Il achetait des lingots, des pièces et des sacs de véritable argent. Des pièces d'avant 1964 contenant 90% d'argent. Il a déclaré lors d'une émission qu'il avait commencé à acheter de l'argent lorsqu'il ne coûtait que 3 ou 4 $ l'once. Imaginez le rendement de cet investissement. Aujourd'hui, le cours de l'argent est près de 10 fois supérieur, fluctuant au gré de l'économie mondiale. Il était assis sur une montagne de profit, une protection contre l'inflation qu'il avait patiemment constituée pendant 40 ans. Mais où était-elle? Elle ne figurait pas dans l'inventaire général du magasin, mêlée aux objets mis en gage et aux bijoux. Elle était conservée dans un coffre-fort privé, à l'abri des regards indiscrets. À sa mort, ce coffre-fort est devenu un enjeu crucial. Selon les documents judiciaires déposés par Joanne, la veuve du défunt, il contenait de l'argenterie et des espèces d'une valeur de plus de 500 $, soit un demi-million de dollars entreposés dans une boîte métallique froide, entièrement liquide et intraçable. La plainte allègue qu'au décès du défunt, Rick Harrison a pris possession du coffre-fort et de son contenu. Pour Corey, très impliqué dans l'entreprise familiale et la gestion des finances aux côtés de son père, ce trésor représente une manne financière considérable. Que l'argent ait été fondu, vendu à des raffineries ou simplement intégré au stock du magasin pour être vendu au détail, c'est une richesse instantanée. Hériter d'une entreprise avec des charges fixes est une chose, mais hériter d'un véritable coffre au trésor rempli de lingots est digne d'un film de pirate. Le vieux avait raison sur un point. La monnaie fiduciaire perd de la valeur à mesure que les gouvernements en impriment davantage, mais l'argent est éternel. C'est une réserve de valeur qui a survécu à des empires. Et maintenant, ce trésor éternel appartient aux survivants. Mais l'argenterie n'était pas la seule chose brillante que le vieux collectionnait durant son règne. Attendez de voir la voiture suivante sur la liste. Ce n'était pas un projet de restauration, c'était un hommage. C'était un cadeau des plus grandes stars de History Channel, un moment de partage qui a conforté la famille Harrison au sommet de la hiérarchie de la télé-réalité. Et maintenant, elle trône dans le garage de Corey. On sait qu'on a vraiment réussi quand d'autres stars de la télé vous construisent une voiture gratuitement. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette Chevy 150 de 1957. Ce n'était pas une voiture achetée d'occasion par le vieux. C'était un hommage à son statut de parrain de la chaîne History Channel. Les équipes d'American Pickers, Mike Wolf et Frank Fritz, d'American Restoration, Rick Dale et de Counting Cars, Danny the Count Coker, se sont réunis pour un événement exceptionnel. Ils ont déniché une épave de Chevy 150 de 1957 qui leur servirait de base. Ce modèle est particulier. Ce n'est pas la Bel Air rutilante, avec ses dorures et ses chromes, que tout le monde convoite. La 150 était la Chevy du travailleur, le modèle de base, la voiture du vendeur. Pourtant, dans le monde automobile, la 150 est devenue culte.
C'était la voiture que les amateurs de hot rods s'arrachaient dans les années 50 et 60, car elle était plus légère que la Bel Air. Moins de chrome signifiait moins de poids, et moins de poids signifiait des performances accrues sur la piste de dragster. Rick Dale et Danny Coker ont fait des merveilles sur cette voiture. Ils ont transformé une épave rouillée en un chef-d'œuvre bleu nuit. Ils y ont installé un moteur moderne, amélioré la suspension et appliqué une peinture d'une profondeur incroyable. Ils l'ont offerte au père comme cadeau surprise. Il l'a adorée. Elle était simple, rapide et classique, à son image. Il n'avait pas besoin du fast d'une Bel Air. Il voulait les performances d'une 150. Maintenant que le vieux Harrison nous a quittés, cette voiture est un autre joyau de la collection Harrison auquel Corey a accès. Une Chevy 150 de 1957 dans cet état, restaurée et modernisée par des préparateurs de renom, vaut entre 50 et 70 $, même dans le pire des cas. Mais là encore, son histoire lui confère une valeur inestimable. Cette voiture symbolise les alliances que les Harrison ont tissées au sein de l'industrie. Elle prouve qu'ils sont les maîtres incontestés du genre. Corey hérite de bien plus que de métal, de verre et de caoutchouc. Il hérite des relations qui ont permis de construire cette voiture. Posséder ce véhicule, c'est perpétuer ce réseau. C'est la preuve tangible que, dans le monde des célébrités, le réseau est la valeur inestimable. C'est une carte de visite ambulante qui lui ouvre les portes des salons automobiles et des ventes aux enchères à travers le pays. Mais les voitures coûtent de l'essence, de l'assurance et de l'entretien. Et tout cela nécessite un flux de trésorerie régulier. Heureusement que le vieux nous a laissé la machine la plus rentable qui soit. Avant le décès du vieux, la structure de l'entreprise était très équilibrée. Il possédait 49% des parts, tandis que Rick en détenait 51%. Corey, malgré son rôle principal, était resté longtemps un simple salarié. Les fans se souviennent peut-être de l'épisode dramatique où Corey menaçait de démissionner. Il exigeait 10% des parts de la société, faute de quoi il partirait créer sa propre entreprise. Le vieux et Rick ont joué la carte de la fermeté. Ils savaient que Corey était précieux, mais ils ne voulaient pas diluer leurs actions. Ils ont finalement accepté de lui accorder 5% et une augmentation. Ce n'était pas grand-chose, mais ça lui a permis de se faire une place. Cela a fait de lui un associé, et non plus un simple employé. Cependant, à la mort du vieux, cette part importante de 49% dans l'entreprise ne s'est pas volatilisée. Le contrôle s'est effectivement consolidé entre les mains de Rick. Et comme Corey est l'associé et le bras droit de Rick, la mort du vieux a levé l'obstacle ultime à sa carrière. Il n'y avait plus de grand-père pour s'opposer au projet de risquer. Il n'y avait plus de vieux pour refuser la modernisation du magasin ou la modification de son agencement. Corey a en quelque sorte hérité de sa promotion. De petit-fils devant demander la permission, il est devenu le numéro 2 d'une destination touristique mondiale. Le magasin génère des millions de dollars de chiffre d'affaires, et pas seulement grâce au prêt sur gage. En réalité, le prêt sur gage est devenu presque secondaire. La véritable source de revenus, ce sont les marchandises. Chaque touriste qui y entre, et ils sont des milliers par jour, achète un T-shirt, un verre à liqueur ou une figurine à tête branlante. La veuve du propriétaire affirme, dans sa plainte, qu'elle n'a pas reçu sa juste part des bénéfices de l'entreprise après son décès. Cela laisse supposer que l'argent est resté au sein de l'entreprise. Celle-là même qui paye le salaire de Corey, finance ses primes et lui permet de maintenir son train de vie. En consolidant leur emprise, les Harrison ont transformé une entreprise à 3 en une puissante équipe de 2. Corey est désormais prêt à prendre les rênes un jour. Le père a bâti le château, posant chaque pierre depuis les années 1980. Mais c'est Corey qui y vit, récoltant les fruits de ce labeur acharné mené pendant des décennies. Mais le château possédait de nombreux garages et il regorgeait de bien plus que les 2 voitures de collection dont nous avons parlé. Vous n'imaginez pas ce qui était garé à l'arrière? Le vieux était un homme d'habitude. S'il aimait quelque chose, il n'en achetait pas qu'un seul, il en prenait plusieurs. C'était un collectionneur compulsif de qualité. Il aimait tellement son Imperial de 1966 qu'il s'est aussi offert une Chrysler Imperial de 1963. Ce n'était pas un cabriolet, mais un coupé 4 portes, une voiture sérieuse pour les grandes occasions. Le modèle 1963 est unique et visuellement saisissant. Ses phares indépendants sont détachés de la calandre, et sa carrosserie évoque un vaisseau spatial tout droit sorti d'un film de science-fiction des années 60. Imposante et massive, elle semble flotter sur la route comme un nuage sur un coussin d'air.
Alors que le cabriolet servait au défilé du dimanche et aux virées gourmandes, cette berline était le genre de voiture qu'on sortait en réunion pour affirmer son autorité. Elle représentait une autre facette de Corey, l'homme d'affaires, le négociateur. Pour lui, hériter d'une flotte d'impériales est un véritable exploit. Cela lui confère une crédibilité immédiate dans le monde des collectionneurs. Plus besoin de chercher ses voitures rares. Elles sont déjà dans son stock, entretenues et prêtes à prendre la route. Il peut choisir de les conserver en guise d'hommage ou de les vendre pour de l'argent sonnant et trébuchant. Une impériale de 1963 ne vaut pas autant qu'un cabriolet. Peut-être entre 15 et 25 $ selon l'acheteur. Mais c'est un actif liquide. C'est de l'argent disponible qu'il peut utiliser pour aller dîner. Mais pourquoi s'arrêter au Chrysler? Le vieux appréciait aussi la concurrence. Impossible d'être un flambeur à Las Vegas sans une Cadillac. Le vieux le savait. Dans sa collection se trouvait une Cadillac Sedan de ville de 1962. Voici la quintessence de la voiture de luxe américaine. Ailerons, chromes à profusion et une longueur d'environ 6 mètres. Le modèle de 1962 est iconique. Plus sobre que les ailerons démesurés du modèle de 1959, il n'en est pas moins d'une élégance rare. Il évoque l'époque du Rat Pack à Las Vegas. Mon père la conduisait lorsqu'il voulait se sentir comme un grand patron. Corey Harrison est un passionné d'automobile dans l'âme. Habituellement, il achète et vend des Porsche modernes et des motos customisées. Mais l'héritage d'une Cadillac de collection lui offre quelque chose d'inestimable. Un morceau d'histoire. Cette voiture a vu naître Las Vegas. Elle a vu le vieux passer d'un homme ayant perdu $1 million lors du crack immobilier à une star internationale de la télévision. Rick Harrison vend une partie de sa collection pour alléger son patrimoine. L'entretien de 20 voitures de collection est un véritable cauchemar. Mais les plus belles pièces restent à proximité. Même si Corey vend cette voiture, il empoche l'argent. Tout le monde y gagne. Mais le point suivant sur la liste n'a rien à voir avec le luxe ou la puissance. Il s'agit des tout débuts de la fortune Harrison. Avant d'être Pawn Stars, il tenait une boutique de pièces d'or et d'argent. Le vieux était un véritable passionné de numismatique, un numismate horse pair. Il pouvait examiner $1 en argent et vous dire où il avait été frappé, combien d'exemplaires avaient été produits, quel président était en fonction à l'époque et quels défauts précis recherchés. Pendant plus de 40 ans à la tête de sa boutique, il a sélectionné avec soin les plus belles pièces qui franchissaient sa porte. Il ne mettait pas tout en vitrine pour les touristes. Les pièces vraiment exceptionnelles, celles dignes d'un investissement, il les gardait précieusement. On parle ici de billets avec des erreurs d'impression, de dollars en argent rare comme les dollars Morgan et les dollars Peace, et de pièces d'or du 19e siècle comme les Double Eagles de St. Gaudens. Collectionner les pièces de monnaie est un jeu à haut risque. Un simple centime peut valoir 50 $ s'il présente une erreur de frappe particulière ou une date précise. Le vieux avait le don de repérer ses pièces. À sa mort, sa collection n'a pas disparu. Elle est devenue un héritage familial. Corey, qui levait souvent les yeux au ciel quand le vieux se lançait dans des discours sur l'histoire des pièces de monnaie, profite désormais pleinement de ce savoir. Sa collection est une véritable fortune, compacte et facile à transporter. On peut glisser $1 million de pièces rares dans une simple mallette, contrairement à une voiture, qui nécessite une remorque ou à une maison, qui implique des impôts. Les pièces sont faciles à déplacer et à dissimuler. Cela confère également à la boutique une crédibilité durable. Désormais, lorsque Corey acquiert une collection de pièces, il le fait en toute confiance, fort de l'héritage du fondateur. Il a hérité d'une réputation qui leur permet de acheter à bas prix et de revendre cher, car le nom Harrison inspire confiance dans le monde de la numismatique. Mais tout ce que le vieux avait acheté n'avait pas de valeur au sens traditionnel du terme. Certaines choses étaient tout simplement bizarres. Le vieux n'était pas vraiment connu pour être un écologiste. Il adorait ses gros V8 gourmands en essence. Mais il possédait une voiture électrique bien avant que Tesla ne les rende populaires. Il avait 3 roues, une barre de direction et semblait prêt à se renverser au moindre coup de vent. À l'origine, il avait été conçu pour que les petites vieilles dames puissent faire leurs courses dans les résidences pour retraités. Le vieux le trouvait hilarant. Il voulait le transformer en voiturette de golf pour embêter les gens sur le parcours. Pourquoi cette épave figure-t-elle sur la liste des riches à millions? Parce qu'elle prouve le pouvoir de la marque. Cette voiture est bonne pour la casse. Impossible de rouler sur l'autoroute avec. Elle atteint à peine les 30 km/h. Mais comme objet de décoration, c'est de l'or en barre.
Il trône dans la boutique ou le showroom, et les fans en raffolent. C'est un élément incontournable de la série. Corey a hérité de ce côté bizarre. La boutique regorge de ces objets insolites que le vieux a collectionnés au fil des ans. Ils attirent les clients et alimentent à merveille les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. Dans le monde moderne, l'attention est une monnaie d'échange. L'Electric King a beau être une épave, elle attire tous les regards. Elle fait entrer les clients, qui dépensent ensuite leur argent en bijoux, prêts et souvenirs. C'est un atout marketing qui coûte peu à entretenir, mais rapporte gros en termes de fréquentation. Cela montre que Corey a hérité non seulement de biens matériels, mais aussi de ce cabinet de curiosité qui fait la renommée de la boutique. Le dernier et le plus lucratif héritage de Corey n'est pas un objet matériel. Ce n'est ni une voiture, ni une pièce de monnaie, ni un lingot d'argent. C'est un fantôme. Des silhouettes en carton grandeur nature du vieux, N-Faction, des portants de t-shirts à son effigie, des figurines à son effigie, coiffées de son emblématique fedora, des tasses à café ornées de ses citations cultes, comme « Je m'en fiche complètement ». Les droits à l'image de Richard Harrison sont une véritable mine d'or. Comme la boutique en est propriétaire, elle n'a aucun droit de licence à verser. À chaque fois qu'un fan achète un t-shirt à $30, le bénéfice lui revient directement. Corey, en tant qu'associé, touche une commission sur chaque vente. C'est du revenu passif à l'état pur. La légendaire mauvaise humeur du vieux est devenue un produit. Il est devenu une mascotte, une icône. À l'instar du Colonel Sanders pour KFC, cet héritage est perpétuel, tant que l'émission est rediffusée sur le câble. Et elle est diffusée dans plus de 50 pays à travers le monde. De nouveaux fans tombent chaque jour sous le charme du vieux. Ils se rendent à Las Vegas. Ils cherchent la boutique. Ils achètent les produits dérivés pour se sentir proche de lui. Corey encaisse le chèque. C'est le cadeau ultime d'un grand-père à son petit-fils. Un revenu qui ne cesse jamais d'arriver, même après sa mort. Il garantit la richesse de la famille Harrison, qu'ils vendent quoi que ce soit ce jour-là ou non. Corey Harrison était-il donc un petit-fils chanceux? Peut-être. Il a certainement bénéficié d'un avantage considérable au départ. Un avantage dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Mais la mort de son père a entraîné un bouleversement majeur de la répartition des richesses et du pouvoir, nécessitant des manœuvres habiles pour se maintenir. L'exclusion de son oncle, Christopher Harrison, du testament fut un tournant décisif. Grâce à elle, l'héritage ne fut pas morcelé. Il resta intact. La fortune ne fut pas diluée entre les frères et sœurs, mais concentrée. La mise à l'écart présumée de la veuve, Joanne, permet aux deux hommes à la tête du commerce, Rick et Corey, de conserver le contrôle. Corey a hérité de voitures de sport primées, d'une réserve d'argent qui assure sa sécurité, de pièces rares d'une grande valeur et des clés d'une entreprise florissante. Mais surtout, il a hérité de la liberté de vendre tout cela. En 2025, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Corey n'aurait pas renouvelé son contrat pour l'émission et aurait déménagé à Tulum, en Mexique, pour ouvrir un restaurant de barbecue. Voilà le genre de décision qu'on prend quand on est vraiment richissime. Celui qui a besoin d'argent continue de travailler dur. Celui qui a hérité d'un empire a le luxe de se retirer. Il a pris l'héritage, les biens et l'argent, et il s'est offert son propre paradis. Le vieux a travaillé jusqu'à son dernier souffle. Il n'a jamais pris sa retraite. Pendant 30 ans, il est resté derrière ce comptoir à examiner de fausses Rolex et à négocier le prix d'armes rouillées. Mais grâce à ce qu'il a laissé derrière lui, Corey n'a pas à le faire. Corey peut se permettre de poursuivre ses rêves, de conduire les voitures de son père sur la plage et de profiter des fruits d'un arbre qu'il n'a pas planté. Et peut-être, au final, est-ce là le plus bel héritage? Le temps d'en profiter. Son père lui a laissé les moyens de vivre une vie que Richard lui-même n'a jamais connue. Une vie de loisirs, financée par une vie de labeur acharné.